Alors, rebonjour, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques minutes de pause. Donc, l'idée là de mes propos pendant cette vingtaine de minutes, c'est effectivement de pouvoir, peut-être apporter un éclairage, qui est un peu méconnu, sur les proches et sur la stigmatisation, par association. C'est-à-dire finalement cette espèce de contagiosité de la stigmatisation. Enfin voilà, il a déjà été bien abordé la question de la stigmatisation et de l'autostigmatisation pour les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire. Et on sait finalement que les proches sont aussi touchés par ces problématiques de stigmatisation. Je vous laisse peut-être passer la dia. Voilà, donc c'est un phénomène qui a été décrit pour la première fois en 1994, donc il y a un petit moment maintenant, mais il n'y avait pas tellement de recherches ou de littérature, et puis là depuis, à peu près 5 ans, enfin une petite dizaine d'années en tout cas, on voit de plus en plus d'émergence de recherches autour de cette problématique. Donc finalement, quand on parle de stigma par association, ça signifie que la stigmatisation de la maladie mentale, enfin d'un trouble psychique, affecte non seulement les personnes qui souffrent de ce trouble, mais aussi les membres de leur famille, ou quand on parle de famille, enfin, ou de proches au sens large, et que c'est ce phénomène, hein, vraiment de contagiosité du stigma, qui est appelé stigmatisation par association. Et puis dans une étude qualitative, hein, donc de nouveau à base d'interviews qui avait été menée en 2014, les chercheurs demandaient aux participants dans quelle mesure ils se sentaient comme ça stigmatisés. Et puis on voit qu'il y avait 74% des gens qui s'étaient sentis stigmatisés à cause de la maladie de leurs proches. Donc on voit vraiment cet effet ricochet du stigma. Avec plusieurs, jugements qui étaient accolés. Alors bien sûr que c'est pas du tout l'idée, tu vas être imprévisible, tu n'es pas fiable, et cetera. Mais on retombe sur des préjugés, des idées préconçues, du type, soit les gens sont pas pris au sérieux avec un effet de grande banalisation autour du trouble bipolaire, qui peut être un peu médié notamment par la surmédiatisation actuelle, qui a des bons côtés, hein. C'est toujours bien de parler des troubles dans les médias et auprès du grand public. Et en même temps, on voit parfois l'idée que la bipolarité serait une maladie un peu à la mode et finalement peut-être pas si grave. Donc ça, c'est un des effets peut-être un peu à double tranchant de la surmédiatisation. Le sentiment, en tout cas, aussi que peuvent avoir les proches d'être évités ou d'être exclus ou d'être eux-mêmes perçus un peu comme étranges. Et là, on voit aussi voilà, quelque chose au niveau des représentations sociales, hein, où quand un patient est perçu comme étrange, le proche lui-même devient perçu comme étrange. Et puis d'autres, voilà, d'autres stigmatisations qu'on peut avoir, si vous pouviez juste me remettre le tableau, notamment avec des injonctions, hein. Ça, c'est quelque chose dont les proches souffrent beaucoup, avec l'idée qu'on leur dit mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou t'es trop protecteur, ou lâche-le, enfin voilà, avec ces espèces d'injonctions souvent assez jugeantes, avec l'impression qu'ils sont aussi coupables ou responsables, ou à l'autre bout du spectre, qui peuvent devenir un objet de pitié, hein. Mon pauvre, ma pauvre, avec ta fille, avec ton fils, avec ton mari, etc. Et ça aussi, ça c'est vécu comme un stigmate par association. Hop, alors la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, juste quelques chiffres au niveau épidémiologique. Moi, j'avoue que ça m'a bluffé quand j'ai vu ces papiers, hein, puisqu'on estime qu'il y a 75% des proches de personnes qui vivent avec un trouble psychique qui se sentent stigmatisées. Donc, et de nouveau, avec le même commentaire que tout à l'heure pour l'autostigmatisation, probablement des chiffres qui sont un peu sous-estimés, puisque des gens, des fois, peuvent répondre non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils vivent et de ce qui se passe. Donc on voit en tout cas que ça concerne voilà, une très très grande majorité des proches. De nouveau, mais encore une fois, c'est parce que le domaine de la psychose a probablement quelques longueurs d'avance par rapport au domaine des troubles de l'humeur au sens large, hein, donc troubles bipolaires, unipolaires. Euh, les proches de personnes qui souffriraient de schizophrénie seraient auraient une tendance plus grande à se sentir stigmatisés. Mais bon, voilà, l'idée, c'est pas non plus de mettre en concurrence les différentes maladies. Et voilà, chacun a son parcours, chacun a son fardeau et chacun a aussi ses aspects positifs.
Et puis de nouveau, de même que l'autostigmatisation des patients était totalement, indépendant, de leur état thymique et que les gens continuaient à s'autostigmatiser, y compris, alors qu'ils étaient stables depuis plusieurs années. Le stigma par association des proches est également indépendant de l'état thymique du patient. Alors on imagine, hein, que voilà, quand il y a eu un épisode maniaque, très bruyant, très flamboyant, avec l'intervention de l'ambulance, des forces de police, etc., à domicile devant les voisins, que c'est des situations qui sont compliquées à gérer et qui peuvent être parfois honteuses. De même, quand, voilà, pour un état dépressif chronique, sévère. Mais de nouveau, au-delà de ces moments de décompensation, la sensation d'être stigmatisé par la société à cause de la maladie du proche persiste, y compris quand le proche souffrant va bien, est stable et y compris à des moments où la maladie fait moins de bruit, finalement. Donc de nouveau, c'est quelque chose comme ça qui colle un peu à la peau des proches, heu et avec cette idée un peu de vivre avec, mais sans toujours bien savoir comment faire. Alors si je pouvais avoir la dia suivante. Merci beaucoup. Ça, c'est un papier qui est sorti tout récemment, hein, en 2020, où les gens, les chercheurs se demandaient un petit peu finalement, mais est-ce que, en fonction de la manière dont on se représente la maladie de son proche, est-ce qu'on se stigmatise plus ou moins? Avec ce qui sous-tend en fait le projet de cette recherche, hein, de se dire mais finalement si on pouvait discuter avec les proches et peut-être expliquer un peu aux proches et comprendre un peu les représentations des proches sur pourquoi il y a cette maladie, on arriverait peut-être à rendre un peu plus fluide et en tout cas à ce qu'il y ait moins de rigidité par rapport à ce vécu stigmatisant. Quand on demandait voilà, aux proches finalement, selon eux, à quoi était due la maladie de la personne souffrante dans la famille, la très très grande majorité des proches lui donnaient une attribution psychosociale. Il y a eu des stress dans l'enfance, des traumatismes, des deuils, etc. Donc quelque chose lié à un environnement défavorable. Plus d'un quart des personnes ont une représentation biologique de la maladie, hein, des désordres ou des déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs, une transmission au niveau génétique, etc. Quelques personnes ont une attribution surnaturelle, hein, ça serait voilà, quelque chose voulu par Dieu, ça aurait une signification particulière, un sens, etc. Ça dépend un peu des cultures et puis des croyances de chacun. Et puis une minorité de personnes pensent que c'est lié à l'usage de drogues ou de substances toxiques ou illicites. Et puis on voit que la majorité des personnes, au moins 50% en tout cas, rapportent au moins 2 attributions. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah, voilà, moi je sais que la maladie ou je pense que la maladie de mon conjoint, de mon fils, ma fille, mon père et cetera, bah, est peut-être liée à la fois à des causes, biologiques, une hérédité et cetera, plus des gros facteurs de stress dans l'enfance, il a été, harcelé à l'école». Enfin bref, voilà, donc chacun a un peu comme ça une manière de se représenter le pourquoi de la maladie et la causalité de la maladie. Et puis, globalement, il y a pas tellement de corrélation entre le sens et la cause qu'on donne à la maladie et l'autostigmatisation, sauf pour l'attribution aux substances. C'est-à-dire que quand les gens pensent que c'est lié que la maladie de leurs proches est liée à la drogue, alors ils vont eux-mêmes tendance à avoir une plus grande stigmatisation. De nouveau, probablement parce que, voilà, l'usage des drogues, des substances est aussi fortement, stigmatisé, indépendamment de la maladie en elle-même et que ça rajoute comme ça du poids. Et c'est intéressant d'explorer, de même qu'on explore cette question-là avec les patients, hein, selon vous, enfin voilà, comment vous vous représentez ce qui vous arrive et à quoi c'est dû et quelle attribution, vous donnez à votre maladie. C'est intéressant d'en discuter aussi, avec les proches. Hop, si je pouvais avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, on a vu que pour les patients, les conséquences de l'autostigmatisation étaient importantes, en termes de qualité de vie et même au-delà, hein, en termes de projet de vie avec des gens qui peuvent vraiment se mettre un peu en retrait, comme ça de leur propre vie, à cause de l'image qu'ils se font d'eux-mêmes et de la maladie. Hem, pour les proches, la conséquence du stigma par association est également importante, de nouveau en termes d'isolement, de retrait social et de baisse de qualité de vie, hein, avec des gens qui se sentent un peu honteux ou pas à l'aise avec la maladie de leurs proches.
Il y a aussi beaucoup de stress, d'anxiété, d'épuisement, voire même de dépression. Hem, Pendant les phases de décompensation, on sait très bien que c'est des moments extrêmement difficiles à vivre pour les proches. Et puis même quand la personne va bien, il y a quand même beaucoup de questions sur: «Mais comment, voilà, comment il va s'en sortir? Comment il va mener sa vie? Est-ce qu'il va, guérir, ou en tout cas est-ce qu'il va être stabilisé? Et puis est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va être épanoui?» Voilà. Et puis à certains moments, il y a des proches qui évoquent des idées suicidaires quand les choses deviennent trop lourdes à porter. Et puis là, je vous ai mis 2 points d'un papier qui date un peu, mais les chiffres m'ont j'ai pas retrouvé d'article plus récent qui avait pu éventuellement répliquer ces chiffres-là. En tout cas, ça a été fait auprès d'une grande cohorte de proches, et j'ai trouvé ça assez, alarmant, puisque finalement, 21 des proches, à un moment, ont pu penser, qu'il aurait été mieux que le patient ne soit jamais né, notamment quand on est parent et qu'on a un enfant qui souffre d'un trouble bipolaire, ou quand c'est un conjoint qui souffre, bah, finalement, ça aurait été mieux si on n'avait jamais rencontré le patient, la personne malade. Et puis, 18 des proches, pardon, ont pensé qu'à un moment, c'était tellement compliqué, tellement dur, de subir comme ça la maladie, bipolaire de la personne malade, que finalement ça aurait été plus simple et ça serait mieux si la personne était morte. Alors, sans on n'est pas du tout dans les intuitions, dans l'intentionnalité, et cetera, hein. C'est vraiment des idées qui peuvent émerger comme ça, de temps en temps. On a tous des idées un peu peuvent arriver de manière un peu ponctuelle et agressive. Mais voilà, ça dit en tout cas quelque chose du désarroi des proches et des relations intrafamiliales qui peuvent être aussi fortement abîmées à cause de la maladie et à cause de ce vécu stigmatisant qui du coup est difficile à partager avec d'autres. Hop, je veux bien la dia suivante, s'il vous plaît. Merci. Et puis de nouveau, de même que, ce qu'on on avait mené des interviews auprès des patients pour l'autostigmatisation, on a mené, avec les collègues de l'équipe de l'unité, des interviews, auprès de proches. Alors dans l'unité, on a un groupe pour les proches, donc il y a quelques personnes qui participent au groupe, qui ont accepté de participer à cette étude. Et puis sinon, on a demandé aux patients s'ils étaient d'accord que leurs proches éventuellement, participent aussi à cette étude. Et puis du coup, voilà, on a pu comme ça recruter quelques personnes par ces 2 biais-là, et par le groupe de proches et par les patients, eux-mêmes. Justement avec, de nouveau le questionnement, autour de ce stigma par association, et avec l'idée de se dire: «Mais est-ce que c'est quelque chose d'un peu figé, ou comment les gens se débrouillent avec ce stigmate par association? Et est-ce que le vécu est un peu différent?» On parle toujours des proches, mais est-ce que le vécu est un peu différent selon qu'on soit un conjoint, selon qu'on soit un parent, selon qu'on appartienne à la fratrie? Donc voilà, on s'est un questionné par rapport à ça. Et puis alors, je vous laisse peut-être m'afficher la diapositive suivante. Voilà. Et puis de nouveau, et ça je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que même si les choses sont douloureuses à un moment donné, comme pour l'autostigmatisation, vous voyez comme ça qu'il y avait un processus vers quelque chose de positif et d'une acceptation, mais ancrée et positive. On voit aussi qu'avec le stigmate par association, pour les proches, il y a aussi cette idée de processus et de cheminement vers quelque chose, en tout cas, de plus apaisé, et je crois que Pierre pourra en témoigner directement. Il y avait à nouveau 5 grands thèmes, hein, qui se dégageaient, de ces interviews, de manière un peu similaire aux proches. Il y avait la question du langage, avec quelque chose de très tabou. Il y avait une dame, une mère de famille qui nous avait dit, par exemple: «Bon, bah, voilà, si on nous avait dit que notre fille avait un cancer, on aurait pu le dire à tout le monde, et puis on sait que toute la famille se serait mobilisée, on aurait eu beaucoup de soutien, et cetera. Là, le trouble bipolaire, on peut le dire à personne». Donc voilà, l'idée du tabou et de la honte. Et puis de nouveau, au bout du processus, avec les enjeux de la divulgation, à qui on le dit, et cetera, finalement jusqu'au dialogue, avec l'idée de pouvoir: «Ah bah, je sais que ton fils, que ton père a un trouble bipolaire, bah, moi j'ai appris qu'une de mes cousines aussi probablement a un trouble bipolaire, mais est-ce que tu peux me dire comment vous gérez?» Enfin voilà, que ça devienne finalement, quelque chose d'ouvert. Et puis avec les enjeux de divulgation qui sont assez spécifiques quand on est proche, parce que, ce que nous disaient tous les proches et ce que nous disent aussi les patients, hein, c'est que
oui, on peut témoigner qu'un de ses proches a un trouble bipolaire avec l'accord du pro enfin de la personne qui souffre, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent: «Bah non, moi j'en parle pas parce que mon fils, ma fille ne voulaient pas en parler», et puis à l'inverse, quand mon fils, ma fille a pu en parler à quelques personnes, moi je me suis aussi sentie autorisée. Donc en tout cas, ça c'est des choses qui sont discutées entre le proche et la personne qui souffre. Après, il y avait beaucoup de questionnements autour de l'identité, en disant: «Mais finalement, qui est mon proche? Dans l'écrit, je reconnais plus la personne que j'ai épousée, la personne, enfin voilà, et qu'est-ce qui appartient à la maladie?» Ça, c'est aussi des questions que se posent les patients, hein. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à la maladie? Les proches se posent aussi beaucoup ces questions. Et puis jusqu'à voilà, à arriver sur une identité de nouveau plus affirmée en disant: «Bah, voilà, je suis la mère d'un garçon, d'une fille avec un trouble bipolaire, mais je suis aussi telle et telle et telle personne», et le trouble bipolaire ne contamine pas, toute mon identité. Après, il y avait tout un panel qui était évoqué autour des émotions assez fortes, avec au départ beaucoup de la peur et la honte et la solitude, hein, avec, les proches ont pu dire à certains moments qu'ils ont eu peur de la personne malade, et puis avec en bout de processus une certaine fierté, même beaucoup de fierté, et ça s'est ressorti dans beaucoup d'interviews, avec, une grande admiration par rapport à ce que la personne qui souffre est capable de faire malgré la maladie. Et les proches sont un peu en première ligne aussi pour voir les difficultés qu'engendre la maladie, et souvent il y a, beaucoup de fierté, voilà, avec des enfants qui finalement ont pu réussir malgré tout, les parents qui ont réussi malgré tout, les frères, les sœurs. Donc, voilà, beaucoup de fierté, d'émotion et d'admiration. Après, les personnes évoquaient aussi la réaction des autres, où là, c'était un peu plus compliqué, où on passait du rejet ou de l'aversion ou de la mise à distance, hein, quand ils évoquaient le trouble bipolaire chez un de leurs proches, jusqu'à ces fameuses injonctions assez désagréables: «Mais pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Mais tu devrais partir». Quand c'est un conjoint, une conjointe qui est malade: «Mais pourquoi tu le largues pas? Tu pourrais trouver mieux». Enfin voilà, des choses bien à vous imaginez, toujours très agréables et soutenantes et constructives, à cette fameuse banalisation dont je parlais tout à l'heure, et puis jusqu'à finalement apporter un support actif et constructif, hein, avec une conjointe qui, par exemple, nous disait: «Mais finalement, moi j'ai certains proches, enfin certains amis, ils sont là pour moi, pour les bons moments, pour les pas si bons, et puis c'est pas eux qui vont me donner des conseils, me dire: "Il y a qu'à, faut que", et cetera. Mais par contre, ils vont juste me dire: "Bah, voilà, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu as besoin de quoi? Actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi?"» Et puis après, il y avait la question de comment on gère la maladie de son proche, quelle place on a dans cette gestion de la maladie, avec, voilà, des participants qui nous disaient qu'au départ, ils étaient dans une espèce de recherche, comme ça, un peu compulsive d'informations. Alors, les médias, internet et cetera le permettent, d'autant plus que beaucoup d'informations est désormais accessible, facilement au plus grand nombre. Et puis il y avait tout un parcours, avec notamment aussi quelques étapes autour de l'hypercontrôle ou de l'hypervigilance, hein. Est-ce que tu as bien pris tes médicaments? Est-ce que tu as été voir ton psychiatre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que tu es pas trop comme ci, comme ça? Enfin voilà. Et puis avec finalement une distanciation et un peu un lâcher prise, jusqu'à la possibilité de temporiser, de se dire: «Bah, voilà, mon proche a sa vie, ses soins, sa prise en charge, et moi je suis là, et je suis là si nécessaire, mais je continue aussi à me construire et à avancer sans être tout le temps, soit dans la distanciation et dans la rupture, ou soit dans l'hyper-contrôle et l'hyper-inquiétude». Et puis, hop, je vous laisse passer la dia suivante. Ce qui était intéressant, alors on avait malheureusement pas d'enfants, on avait simplement, en termes de rôle, des parents, des conjoints ou des fratries, et ce qu'on voyait, c'est que les gens se questionnent pas tout à fait de la même manière quant à leur place, heu, auprès de la malade ou du malade dans le trouble bipolaire, ou quant à leur rôle, et du coup, les réponses apportées ne sont pas non plus tout à fait les mêmes. On voit que les parents se questionnent beaucoup quant à la responsabilité qu'ils ont par rapport à leur enfant, que ce soit une responsabilité, au niveau génétique et héréditaire, hein, surtout, quand dans certaines familles, voilà, on sait qu'il y a déjà des antécédents de troubles bipolaires, voilà, quelle responsabilité on a quand on a éventuellement transmis, le trouble ou pas? Enfin, et de nouveau, là, on est dans des questions de représentation et d'attribution, puisque le trouble ne se transmet pas à 100 et que les choses au niveau génétique sont bien plus compliquées. Et puis, une manière de répondre à ça, c'est finalement l'acceptation, mais de nouveau une acceptation, positive,
et pas quelque chose de subi ou de soumis. Mais c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien, on doit faire avec et puis voilà, comment on continue à jouer son rôle de patient de parent, pardon, auprès de la personne, auprès du patient, sans se tomber dans cette responsabilité culpabilisante, mais avoir une responsabilité, constructive et d'être là pour son enfant. Le conjoint, lui, il se questionne un peu différemment, autant un parent en général, enfin, il y a des histoires familiales qui sont dramatiques où des fois effectivement les parents, coupent, hein, et on a certains patients qui malheureusement n'ont plus de contact avec leur famille et la plupart du temps, c'est heureusement pas le cas. Pour les conjoints, en revanche, c'est un peu un autre type de question puisque eux ont la possibilité de partir, hein, et on sait que chez les gens qui souffrent d'un trouble bipolaire, beaucoup sont célibataires ou divorcés, hein. Il y a un taux très important, beaucoup plus important qu'en population générale. Il se pose alors la question du choix: «Est-ce que je reste ou est-ce que je pars?» Et finalement, quand les gens décident de rester, puisque en l'occurrence, nous, c'était le cas, c'était des conjoints, toujours actifs, j'ai envie de dire. Donc quand les gens décident de rester, c'est clairement un positionnement très affirmé de rester en dépit du trouble bipolaire. Il y a même certains conjoints qui me disent: «Mais je reste grâce au trouble bipolaire», avec les aspects un peu plus positifs du trouble bipolaire et il y en a aussi, même si on n'a pas l'occasion de les évoquer ce matin, mais Frédéric en a un petit peu parlé dans son témoignage. Et voilà, quelque chose d'un positionnement affirmé et renouvelé, de rester et de pas de partir. Et puis pour la fratrie, les choses sont peut-être un peu plus difficiles. Eux, ils le voient vraiment comme une charge et comme quelque chose qu'ils subissent, où ils ont pas grand-chose à voir dans tout ça. Ça leur est imposé. Hem, Avec l'idée surtout quand la personne qui a débuté un trouble bipolaire était, voilà, adolescent ou jeune adulte, souvent il y a eu un impact sur la fratrie avec l'idée que les parents étaient peut-être moins disponibles pour le restant de la fratrie, et tout entier dévoué à la personne qui souffrait et cetera. Donc il y a eu beaucoup de voilà, il y a parfois un peu de rancœur ou un peu de colère. En tout cas, il y a des choses un peu à rediscuter et à réajuster quant à la place de la fratrie. Et puis finalement, la plupart des frères et sœurs qu'on a rencontrés, avaient un rôle un peu de médiation. C'est-à-dire ils se retirent un petit peu, ils sont pas en première ligne pour les prises en charge, pour, enfin voilà, pour l'accompagnement du proche et cetera. Ils gardent les bons côtés et puis dans des moments un peu plus compliqués ou quand il y a des problématiques avec les parents ou des situations un peu plus conflictuelles, surtout avec les parents, c'est là où du coup, ils vont essayer de jouer un rôle de médiateur et de nuancer et d'atténuer un peu la difficulté de certaines situations. Et puis enfin, les participants se sont, exprimés par rapport, à leurs besoins, de quoi ils auraient besoin et finalement, en fonction des différents thèmes qu'ils avaient évoqués, ils ont fait émerger des besoins, somme toute, assez logiques. Mais on voit qu'il y a encore pas mal de travail, donc sur toute la question du langage, hein, et notamment cette idée du tabou, de dire qu'on a un proche qui souffre d'un trouble bipolaire. Il y avait vraiment l'idée de continuer à informer, le grand public et c'est vrai que des manifestations et des journées comme aujourd'hui sont essentielles dans ce sens-là. Sur la question de gérer la maladie et comment on fait pour gérer au mieux la maladie de son proche, sans voilà, sans être dans l'hyper-contrôle, dans l'hypervigilance, mais en étant quand même présente de manière constructive, mais sans être trop intrusif, enfin voilà. Il y avait l'idée, malgré tout, de pouvoir construire un partenariat un peu plus actif dans les soins. Alors bien sûr en accord avec le patient, hein, mais voilà, que les proches en tout cas soient considérés et considérés pas uniquement pour les urgences ou quand tout d'un coup, quand rien ne va plus que là, qu'on on appelle le proche ou on fait un réseau, voilà, mais soient considérés aussi quand les choses vont bien et qu'on puisse construire quelque chose, voilà, sur du long terme. Après, sur toutes les questions d'émotion et d'identité, il y a pas mal de proches alors ça, c'est peut-être un biais en Suisse où, l'accès à la psychothérapie est relativement, facilité, mais beaucoup de proches, exprimaient qu'ils avaient eux-mêmes fait à un moment un travail, personnel, psychothérapeutique, justement sur, voilà, sur la question un peu: «Mais eux, qui ils sont dans tout ça? Comment ils gèrent leurs émotions?» Il y a aussi quelques prises en charge familiales ou conjugales spécifiques en psychothérapie qui ont été évoquées. Et puis après, par rapport à la réaction des autres, beaucoup de proches exprimaient aussi le besoin, alors ça, je sais pas si ça existe en France, en Suisse, c'est pas le cas, en tout cas pas en Suisse romande, sur la nécessité d'avoir des structures d'accueil, dans le sens où,
des fois les proches ont besoin de souffler et savent pas forcément où aller. Alors il y a des amis ou la famille qui peuvent les accueillir quelques jours, quelques nuits. L'hôtel, c'est très impersonnel, ça coûte cher, c'est pas l'idéal et qu'ils auraient besoin d'avoir, voilà, des structures juste pour un peu souffler, parfois. Et puis ils expriment aussi des fois le besoin d'avoir des structures pour leurs proches, qui souffrent d'un trouble bipolaire, pour le patient. Une structure qui serait pas l'hôpital, mais aussi où la personne pourrait, je pense notamment à un couple qui vit avec sa fille et qui n'ose pas partir en vacances pour ne pas laisser sa fille, qui souffre d'un trouble bipolaire, seule. Et ils disaient que voilà, s'ils pouvaient confier leur fille quelques jours, sans qu'elle soit hospitalisée, mais être un peu soutenue et étayée quelques jours, ça leur permettrait eux-mêmes de souffler. Donc il y aurait probablement quelque chose à faire par rapport à ça. Et puis les structures de soutien, et ça je crois qu'Emmanuel en parlera, c'est toute la question aussi des groupes de soutien pour les proches et puis des groupes de soutien aussi pour les patients, hein, médiés par les pères aidants. Donc voilà. Donc, ça c'était un petit peu les différents besoins que pouvaient exprimer les proches. Et puis donc finalement pour conclure, hop, on voit bien que le stigmate par association, on en parle peu, probablement encore moins que l'autostigmatisation des personnes. Mais il y a des conséquences personnelles qui sont très difficiles, des conséquences intrafamiliales aussi qui sont parfois très très difficiles, hein, et on voit quand même des patients, voilà, avec des parcours familiaux qui n'ont pas été un long fleuve tranquille, mais finalement les choses progressent et des personnes, et je pense que Pierre en témoignera, bah voilà, peuvent cheminer pour finalement avoir un positionnement plus affirmé et aussi plus apaisé, où chacun retrouve une juste place dans la famille, dans la fratrie, dans le couple. Et encore une fois, avec un trouble bipolaire, oui, qui était là, oui, qui a pu secouer profondément les différents membres de la famille, les différents proches, mais où finalement les choses peuvent se reconstruire et, de manière plus solide et apaisée. Et puis je crois qu'il y a encore quand même beaucoup de travail à faire pour répondre un peu aux besoins spécifiques des proches, encore une fois, toujours dans l'intérêt aussi du patient et en bonne coordination aussi avec les soins du patient, hein. L'idée c'est mais qu'on aille tous dans la même direction. Voilà, je vous remercie, puis je passe la parole à Pierre alors. Pierre, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un adhérent et un ami de notre association. Pouvez-vous nous dire ce qui vous amène à témoigner aujourd'hui devant nous? Bonjour Patrice, bonjour à tous. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que mon fils aîné, qui a 53 ans aujourd'hui, souffre depuis une trentaine d'années de troubles bipolaires. C'est la raison pour laquelle j'ai non seulement accepté, mais j'ai voulu témoigner. Que s'est-il passé? Nous avons, ma femme et moi, 3 fils. Notre fils qui souffre de troubles bipolaires est l'aîné. Et lorsqu'il a eu 18-20 ans, on s'est aperçu qu'il était différent de ses 2 frères. Il était différent. Et cette différence s'est malheureusement manifestée par des troubles du comportement, par des énervements exacerbés, par des colères, par une certaine forme de violence et par un esprit de contradiction presque systématique. Que s'est-il passé? Là, je parle de moi parce que je suis le témoin. Je n'ai pas voulu le savoir. En fait, j'ai refusé la situation par souci de protection. Ce que d'ailleurs mes 2 autres fils, ces 2 frères, ont fait également, et je les comprends très bien. Ils ont eu un réflexe de protection, ce qui les a amenés à éloigner un petit peu leur relation avec leur frère aîné. Moi, je n'ai pas voulu savoir ce qui se passait. C'est la raison pour laquelle, en me protégeant, j'ai commis l'erreur de ne pas assister mon fils. Et puis, le temps a passé, et ensuite, quand on a compris, mais c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, quand on a compris qu'il souffrait de
de troubles bipolaires. À ce moment-là, on a pris le problème en main. J'insiste sur le fait que ça a été fait avec ma femme, parce que je n'ai jamais été seul pour faire face à cette situation très difficile. Situation très difficile, entre parenthèses, parce qu'il a fallu vivre des moments très difficiles et très compliqués. Mais nous avons, Dieu merci, cessé d'être passifs pour être actifs et pour voir comment on allait pouvoir améliorer la situation. Très bien, merci. Est-ce que, Pierre, vous vous êtes reproché à certains moments d'avoir mal fait ou d'avoir eu le souhait de faire différemment? Les reproches que je me suis fait, ça va assez loin, parce que je me suis demandé à un moment donné si j'avais eu raison de donner la vie. Pourquoi me suis-je posé cette question qui était inutile puisque les choses étaient faites, mais pourquoi me suis-je posé cette question? Simplement parce que j'ai eu une hérédité un petit peu compliquée. Mon père était vraiment paranoïaque, était déséquilibré, était excessivement nerveux, et nous avons vécu dans ma famille, avec ma sœur et mes deux frères, des scènes extrêmement pénibles. Mais je voudrais insister sur le fait que par rapport à ma sœur et à mes deux frères, je m'en suis beaucoup mieux sorti parce que je peux aujourd'hui, malgré toutes les scènes familiales difficiles et quelquefois assez tragiques que nous avons vécues, je suis encore capable aujourd'hui de dire que j'ai eu une jeunesse plutôt agréable, plutôt intéressante. J'étais pas malheureux à l'école, même si mes résultats étaient mauvais parce que je m'amusais, parce que j'ai toujours été l'adepte du verre à moitié plein. Et le problème de l'hérédité s'est posé. Je me suis dit, est-ce que j'ai eu raison? Parce que non seulement mon père était vraiment parano et, entre guillemets, pas tout à fait normal, mais son père, à lui, mon grand-père, lui, est mort à Charenton. Et quand, dans les années 50, on disait Charenton, ça voulait dire chez les fous, chez les anormaux, chez les non-responsables, ce qui c'est des mots qu'il faut absolument rendre tabou aujourd'hui. Il faut parler de troubles. Simplement, il ne faut pas dire des mots comme ça parce qu'il y a beaucoup de médias qui systématisent la situation des gens qui ont des troubles de l'émotion, et ça, c'est pas possible. Mais je me suis posé effectivement la question. Je me suis senti d'abord coupable, et lorsque j'ai compris de quoi souffrait mon fils et que nous avons entrepris avec ma femme de tout faire dans nos possibilités pour que la vie familiale et ensuite les relations, quand il est parti, soient convenables, pour ne pas dire agréables, à ce moment-là, j'ai remplacé la culpabilité par la responsabilité. Et aujourd'hui, je me sens très responsable pour une raison essentielle, c'est qu'à l'âge que j'ai, je suis en très bonne condition physique, je fais du sport, je vais bien, je continue à être sur scène parce que c'est mon métier, je suis donc privilégié. Eh bien, j'ai toujours voulu associer le mot privilège au mot responsabilité. Merci, Pierre. Est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez adresser à ceux et celles qui nous écoutent en ce moment même et qui peuvent vivre une situation analogue? Je dirais deux choses, mon cher Patrice. La première, il est possible pour quelqu'un qui souffre de bipolarité d'avoir une vie agréable, sans malheur, à partir du moment, et c'est le deuxième point de ma réponse, où il y a l'amour. Je pense que l'amour, c'est le maître mot de la vie. Je pense que si l'on est aimé et si l'on aime, on peut s'en sortir. On peut vraiment, et ça ressemble d'ailleurs au message que donnait Frédéric tout à l'heure dans son témoignage qui était bouleversant, on peut vraiment avoir une vie positive. Je voudrais aussi ajouter quelque chose qui me paraît très important, c'est que ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ou à admettre chez mon fils, je voudrais que mes petits-enfants n'aient pas ces problèmes-là, et mes enfants, mes deux autres fils qui ont des enfants eux-mêmes, je suis certain, puisqu'ils sont au courant de tout cela, je suis certain qu'ils seront alertés ou qu'à Dieu ne plaise, il y ait un éventuel symptôme pour ne pas laisser passer trop de temps et rendre le problème des soins très difficile. Vous portez une parole forte. Vous portez loin, vous êtes un professionnel de la communication, Pierre. Seriez-vous prêt à jouer des ambassadeurs de la cause de la bipolarité? Bien évidemment, oui.
mon cher Patrice. Je l'ai d'ailleurs, j'ai été un petit peu ambassadeur la semaine dernière lorsque j'ai été invité dans l'émission 28 minutes sur Arte, et j'ai été très fier de pouvoir le faire parce que une demi-heure après la fin de l'émission à laquelle j'ai participé pendant quelques minutes moi-même, eh bien, nous avions 70 inscrits de plus pour ces journées. Et je voudrais aussi vous dire que j'ai reçu personnellement, juste après l'émission, 20 messages de personnes que j'aime, et sur ces 20 personnes, il y en avait 4 qui avaient quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires dans sa famille. Donc, je n'y suis pas allé pour rien, et donc je pense que ces journées, hier et aujourd'hui, plus l'intervention que j'ai faite, eh bien, je pense que c'est fondamental pour l'avenir, et je rejoins Frédéric dans un message d'espoir. Voilà, nous vous remercions, Pierre, pour ces paroles de sincérité, ces paroles de vérité. J'espère et je crois même qu'elles rejoignent le plus grand nombre. Si vous en êtes d'accord, nous en restons là pour aujourd'hui, sauf si vous voulez donner un dernier mot de conclusion. Non, j'ai dit tout ce que je souhaitais dire, et puis je voudrais dire que j'ai été extrêmement ému par l'intervention de Hélène Richard juste avant moi, parce qu'elle a, comment dirais-je, tellement bien compris le problème que c'en était vraiment impressionnant et émouvant, et je voudrais lui dire mon admiration. Voilà. Merci. Nous allons poursuivre avec Eliane et avec Emmanuel. Présidente de l'association Psy-Hope, médiatrice de santé père au centre hospitalier Charles Perrin de Bordeaux. Et alors, Emmanuel a une caractéristique assez unique, c'est qu'elle a 3 casquettes. Elle est à la fois patiente parce qu'elle vit avec un trouble bipolaire, elle est proche et elle est médiatrice de santé père. Donc, nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir et je te laisse la parole. Merci Eliane, c'est très gentil. Je remercie toute l'association Argos de m'avoir invitée. Alors Eliane, Patrice, Dominique et toute l'équipe. C'est une association que j'aime bien, avec qui j'ai un lien affectif, avec laquelle j'ai un lien affectif, puisque j'en ai fait partie en tant que membre élu au conseil d'administration en 2016, et elle a contribué à mon rétablissement. Ça, c'est très important. C'est donc avec grand plaisir que j'apporte mon point de vue sur la stigmatisation et la déstigmatisation en tant que père aidant professionnel qu'on appelle médiateur de santé père. Donc, je suis médiatrice de santé père depuis octobre 2020 au centre hospitalier Charles Perrin, au sein d'une équipe transversale d'éducation thérapeutique du patient, dans une équipe qui m'a extrêmement bien accueillie et bien intégrée. Elle est chapeautée par le professeur Verdoux et le docteur Quiles. Et j'ai été très bien accueillie dans cette équipe. Donc, ça me permet d'apporter aujourd'hui effectivement un triple regard, si c'est pas quadruple, puisqu'effectivement, comme l'a dit Eliane, je suis patiente, j'ai des troubles bipolaires et des comorbidités. Hein, il n'est pas tout seul, ce trouble, mais je suis rétablie depuis 4-5 ans à peu près. Donc, voilà, je vis avec et peut apporter un peu un recul sur cette maladie. Je suis proche également et je suis donc père aidante, à la fois bénévole et à la fois professionnelle, bénévole au sein de l'association Psy-Hope, qui est entièrement bénévole, et également père aidante en partageant des informations sur les réseaux sociaux, sur un blog qui s'appelle Psy-Hope du même nom.
Mon parcours très rapidement, moi je suis avocate de formation, mes troubles sont anciens et ils m'ont rattrapée et donc effectivement c'est une profession que j'ai dû arrêter. Il y a eu un impact très important, un impact socio-professionnel très important, impact sur la vie entière, avec une phase de perte d'espoir et même de désespoir intense. C'est vraiment pour ça que j'ai souhaité créer l'association parce que je pense qu'on peut éviter de passer par ce désespoir. Et ensuite, j'ai repris le pouvoir d'agir grâce à une conjonction d'événements négatifs et positifs. Voilà, j'ai réussi à reprendre ce pouvoir, à agir, à créer des blogs, aller à Argos, créer ma propre association et aujourd'hui avoir un contrat de travail qui me satisfait pleinement et de pouvoir être aujourd'hui un acteur de la déstigmatisation. Donc, quand on voit l'évolution, quand même, c'est vrai que c'est un schéma que j'aime bien. On est d'abord usager, on est d'abord un malade, bénéficiaire de soins, on est un peu passif, voilà, on est un peu isolé, passif, etc. Après, spontanément, on peut avoir envie d'aider les autres de façon très naturelle, donc de façon bénévole, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, l'évolution, si on a envie, c'est d'en faire son métier, donc d'être médiateur de santé de père. Donc j'ai été formée à Lyon, donc j'ai réalisé le DU de père aidance à Lyon pour pouvoir, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un contrat de travail. Donc, le père aidant professionnel, il y a une définition qui est très intéressante, qui vient du Québec. C'est un membre du personnel. Donc là, vraiment, on voit le père aidant d'abord sous le prisme professionnel. C'est un membre du personnel, tout bêtement. Moi, je suis membre d'une équipe soignante. Il y a des infirmières avec moi. C'est une équipe pluridisciplinaire. J'en suis d'abord membre de cette équipe avant d'avoir ce trouble psychique, ce trouble bipolaire. Et effectivement, si je suis là, c'est parce qu'effectivement, ce trouble peut servir, dans le cadre de ma profession, il peut servir, alors on va le voir tout à l'heure, à la fois aux soignants et aux soignés, parce que j'ai le vécu, j'ai mon histoire qui peut servir de modèle d'inspiration, qui peut aider à faciliter les échanges. Voilà, donc, et bon, de toute façon, on sait que ça marche. Voilà, donc c'est un vieux. Voilà, je rappelle très rapidement là aussi, la pérédance, c'est un concept qui n'est pas nouveau. On le fait remonter au XVIIIe siècle, mais de toute façon, on pourrait le faire remonter, à mon avis, extrêmement loin. On le fait remonter avec le médecin aliéniste Philippe Pinel, qui aurait été conseillé par un ancien malade qui s'appelait Jean-Baptiste Poussin, qui n'était pas malade psychique, mais Philippe Pinel s'est rendu compte que ses conseils étaient très bons et que ça aidait les patients à aller mieux. Donc le principe de la pérédance, c'est qu'on peut d'autant plus s'entraider qu'on a connu la même situation ou qu'on la connaît en ce moment. C'est même pas forcément que des maladies, hein, ça peut être aussi des difficultés, etc. Et aujourd'hui, il y a une base scientifique à la pérédance. C'est une étude parue dans The Lancet, une étude du Royaume-Uni, qui a testé l'efficacité des programmes d'autogestion. Donc en France, ça s'appelle éducation thérapeutique. Autogestion de la maladie, et ils l'ont testé avec et sans père, donc avec ou sans père aidant, et le nombre de réhospitalisations est inférieur quand les programmes sont soutenus par les pairs. Donc vraiment, là, c'est toute la justification de la pérédance. Donc les missions du père aidant, là rapidement aussi, ça dépend de l'endroit où il est. Moi, je suis dans le sanitaire, donc voilà, il y a des missions un petit peu spécifiques. Donc, c'est intéressant pour les patients et les soignants. Ça restaure l'espoir pour les patients. On est la preuve vivante qu'on peut vivre avec.
voilà. C'est vrai que moi, quand je vois les regards des gens à l'hôpital, des patients, je trouve que les regards s'éclairent quand je leur dis que moi-même j'ai des troubles, soit je dis bipolaire, soit psychique, ça dépend. Vraiment, c'est vraiment très, très. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on est des facilitateurs, effectivement. Enfin, on est vraiment complémentaires. On a un regard complémentaire dans une équipe. On augmente l'alliance thérapeutique. C'est vrai que ce serait vraiment très long. Donc, si on part maintenant sur la stigmatisation, donc vous l'avez vu, hein, ce que c'est que la stigmatisation, c'est des croyances, des stéréotypes qui sont subis ou alors intériorisés et qui se manifestent à plusieurs niveaux. Alors moi, ce que j'ai constaté en matière de stigmatisation, alors grand public, donc là je vais mettre j'ai mis un exemple avec les journalistes. Moi j'ai été contactée il y a 2 ans à peu près par une journaliste à l'occasion de la Journée mondiale justement, et elle souhaitait absolument me faire dire, elle voulait des détails sur mes crises maniaques. Et ce que je ne voulais pas lui donner, elle voulait absolument que je lui donne le détail de tous mes excès sur les crises maniaques, ce que je n'ai pas fait. Et ensuite, la stigmatisation du monde du travail. Donc là, effectivement, je donne des exemples sur ce qu'a dit le docteur Richard Le Courriel. J'ai un adhérent qui a été licencié quand son entreprise a su qu'il avait des troubles bipolaires, puisqu'on lui a fait savoir qu'on ne voulait pas de malades mentaux dans l'entreprise. La stigmatisation des professionnels de santé, il y aurait beaucoup à dire. À la fois, soit ils veulent vraiment bien faire et ils infantilisent, et donc on le ressent, soit effectivement ils disent que le patient est irrécupérable et c'est délétère. Sauf exception, effectivement, il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que ça les avait fait réagir justement, qu'on considère qu'ils étaient irrécupérables, a fait que justement, pour lutter contre ce sentiment d'injustice, enfin, qu'on leur dise ça, ont entamé un processus de rétablissement. Enfin bon, il ne faut pas tenter non plus. Stigmatisation des institutions, là aussi c'est un exemple, c'est du vécu. Une adhérente, dans le cadre d'un divorce, l'avocat de son conjoint a dit au juge lors d'une audience qu'il fallait pas lui donner la garde des enfants, même alternée, parce qu'elle pourrait aller tuer les enfants la nuit. Donc elle a des troubles bipolaires, elle n'est pas violente. Cette phrase n'a pas fait broncher le juge. Ça s'est dit comme ça, comme si de rien n'était. Donc en 2020, voilà ce qu'on peut encore dire lors d'une audience. Stigmatisation de la famille, je vais faire un peu le focus là-dessus parce qu'on verra, c'est vrai qu'il y a de la famille et par la famille. Et l'autostigmatisation, donc là aussi on en a beaucoup parlé. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, on intériorise la stigmatisation perçue, mais il y a aussi un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a des échecs aussi dans notre vie. Il faut tout un tas de raisons, bien évidemment, c'est lié au trouble. On a des échecs et donc ça confirme cette intériorisation de la stigmatisation. Je dis, ah ben tu vois bien, regarde, c'est confirmé, t'es vraiment nul, t'es vraiment ceci, cela. Et troisième point, c'est d'autant plus difficilement, c'est dur à vivre parce qu'en plus on a une hyper-réactivité émotionnelle, donc on le vit encore plus mal. Il y a quelque chose de dur à vivre. Le résultat est extrêmement grave. Donc là aussi, je reprends ce qui a été dit sur les effets de la stigmatisation. Donc, bien sûr, on part des représentations sociales qui existent dans la société. Elles sont véhiculées par les médias et elles ont des répercussions sur le grand public, les familles, les professionnels de santé, sur tout le monde. Et le risque et l'enjeu, c'est quand même la guérison. C'est un obstacle à la guérison, c'est un facteur d'aggravation des troubles, aggravation du coût par la société, du coût individuel.
Enfin, c'est extrêmement grave, c'est vraiment un enjeu. Enfin, je remercie vraiment Argos d'avoir choisi ce sujet. C'est un sujet majeur. Alors, nous, les effets sur le plan pratique, quand je regarde dans l'association comment ça se passe, alors bien sûr, le docteur Richard Leporier en a parlé, on le dissimule au travail. On est très nombreux. Enfin, moi, je ne me mets pas dedans, mais il y a beaucoup de personnes qui le dissimulent au travail, le cachent à tout prix. Mais c'est vraiment une peur et un stress d'être dévoilé, d'être. Alors, moi, par exemple, dans l'association, on ne fait pas de photos de groupe. Enfin, en tout cas, on ne les met pas sur aucun blog, aucun réseau social. On a fait des randonnées, on a fait des repas de Noël, on a fait, etc. Et on ne met aucune photo. Mais c'est dommage, mais voilà, parce que les gens ont peur d'être reconnus par leur employeur, par leurs collègues, etc. Donc ça va assez loin. On dissimule aussi les troubles, et là c'est vrai que moi je suis concernée puisque c'est mon cas en fait, enfin, je suis pas la seule. Je n'aime pas donner mes médicaments parce que je sais que on va voir quels sont les troubles derrière. Et moi j'ai peur de perdre ma crédibilité, donc je m'auto-stigmatise. J'ai peur que la personne ait des représentations négatives sur ce trouble et j'ai tout d'un coup l'impression qu'elle me voit différemment. Donc, c'est extrêmement délicat quand parfois je donne qu'une partie du traitement, je donne pas le lithium, effectivement, je donne le médicament où on peut considérer que c'est de l'épilepsie. Enfin, c'est pas encore un point que j'ai réglé, ça, je n'arrive pas à assumer. Voilà, dans toutes les situations où on a peur de ne plus se sentir l'égal des autres, voilà, donc on cache ce diagnostic. Donc ça entraîne bien sûr l'isolement et de la souffrance. Si on fait un focus sur la stigmatisation, alors par la famille, justement, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Alors, on a parlé de la stigmatisation que les familles ressentent elles-mêmes, mais quel effet ça a sur les patients? Alors pourquoi? Parce que les familles sont mal informées. Alors moi, je me base sur une thèse de médecine qui a eu lieu à Bordeaux en 2017 sur la stigmatisation. Donc quand on voit, il y a 67% des familles qui estiment avoir des mauvaises connaissances sur les troubles, quand même, c'est énorme. Donc elles ont une incapacité à comprendre les souffrances et les problèmes du patient. Et pourtant, elles ne peuvent pas prendre rendez-vous non plus. Alors, c'est très compliqué. Certains médecins refusent de recevoir la famille, etc. Donc, en fait, l'effet, quand même, qui est très grave, c'est que la famille est l'environnement le plus aidant. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et paradoxalement, parfois, le plus stigmatisant, le plus rejetant. Parce que tout ce qui va venir de la famille va être très fort, va avoir beaucoup d'impact, et notamment sur ce problème de beaucoup de proches, et beaucoup de patients d'ailleurs, pensent que leurs problèmes problèmes comportementaux ne sont pas liés à la maladie, mais que c'est eux soit c'est leur personnalité, soit c'est leur choix qui fait qu'ils sont mal adaptés, ou ils ont du mal à faire les tâches quotidiennes. Ça, c'est vraiment les deux. C'est à la fois les patients qui se disent mais non, c'est pas la maladie, je vais pas accuser la maladie pour tout. Ça, je l'ai déjà entendu. Et les familles aussi, certaines familles aussi pensent qu'il y a beaucoup de choses où le patient pourrait faire mieux en fait, que c'est pas lié à ses troubles. Ça, j'ai souvent entendu, et c'est lié donc à la désinformation, à un manque de compréhension de la maladie, voilà, on pense que le patient pourrait contrôler ses symptômes et ses comportements négatifs. Donc, cette stigmatisation serait due à la stigmatisation institutionnelle. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Non, est-ce que tu pourrais, parce qu'après on va prendre beaucoup de retard et on va être obligé de… D'accord. Ben, je me dépêche. Donc, bon, mais là, on vient de le voir. Alors, les parents ont un rôle à jouer, les parents bien informés. Donc là aussi, je vais passer. Alors, oui, donc les conseils pour lutter contre la stigmatisation. Donc les troubles s'expriment de façon variée selon les gens.
On ne peut être réduit avec des caractéristiques car cela concerne que certaines personnes et à un certain moment de leur vie. Il y a des conseils, effectivement, se décentrer de la maladie. Je suis une personne, pas une maladie, nous dit Luc Vigneault, un père aidant québécois. Il faut se méfier du sensationnel. Et la conclusion, donc, c'est bien sûr l'information, l'éducation, la sensibilisation pour lutter contre les deux piliers que sont sur lesquels repose la stigmatisation, la méconnaissance et l'ignorance. Et ça, on peut le faire au travers de programmes d'éducation thérapeutique dans lesquels on peut intégrer les associations et les médiateurs de santé père, en fait, les pères aidants, à la fois bénévoles et professionnels. Donc, je pense qu'en hybridant les savoirs, on peut arriver à des programmes bien, bien efficaces pour les familles notamment et pour les patients. Donc, voilà, donc je pense que le père aidant, alors bénévole ou professionnel, peut être un acteur de la lutte contre la stigmatisation. Voilà, pour une meilleure information, meilleure compréhension.